Et si vous appreniez qu'il ne vous restait que 3 ans à vivre? Quel serait votre plus grand regret? Lorsque le milliardaire Elliott Callahan reçut la nouvelle dévastatrice de sa mort prochaine, il crut que son histoire touchait à sa fin. Mais le destin avait d'autres projets. Une rencontre fortuite avec Lisa, une serveuse au regard de feu et à la volonté d'acier, allait tout changer. Ce qui commença comme un contrat désespéré pour un héritier se transforma en quelque chose de bien plus dangereux, un amour capable de guérir les blessures les plus profondes ou de les détruire complètement. Mais que s'est-il passé ensuite? Personne n'aurait pu l'imaginer. Si cette histoire touche votre cœur et éveille votre imagination, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez et, si chaque instant en valait la peine, écrivez, ça en valait totalement la peine. Ce mardi matin commença comme n'importe quel autre pour Elliott Callahan. L'arôme du café colombien de premier choix flottait dans l'air de son bureau au dernier étage, se mêlant à la subtile odeur de cuir italien des fauteuils. Ses doigts glissaient sur la tablette, analysant des rapports financiers qui, une fois de plus, affichaient la croissance exponentielle de son empire hôtelier. À 38 ans, Elliott avait bâti ce dont peu d'hommes pouvaient rêver, une fortune d'1 milliard de dollars et des hôtels de luxe éparpillés sur les 5 continents. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Le vertige le frappa sans prévenir, le forçant à s'appuyer contre son bureau en acajou. Le monde tournoya quelques secondes et une étrange sensation de faiblesse s'empara de ses jambes. Elliott prit une profonde inspiration, tentant d'ignorer le symptôme comme il le faisait depuis quelques semaines. Après tout, les hommes comme lui n'avaient pas le temps pour la faiblesse. Juste le stress, murmura-t-il pour lui-même en ajustant sa cravate en soie italienne. Mais son corps ne mentait pas. Au cours des 3 semaines suivantes, les épisodes s'intensifièrent. La fatigue, qu'il attribuait autrefois à ses longues journées de travail, l'accompagnait désormais dès l'ouverture des yeux. Ses mains, toujours fermes lors des négociations à plusieurs millions de dollars, se mirent à trembler subtilement lorsqu'il signait des contrats importants. Ce fut Marcus, son assistant personnel depuis plus d'une décennie, qui finit par le confronter. « Monsieur Callahan, avec tout le respect que je vous dois, vous devez voir un médecin. Aujourd'hui. » Elliott regarda Marcus à travers ses lunettes à monture dorée, remarquant pour la première fois l'inquiétude sincère dans les yeux de l'homme qui connaissait ses habitudes mieux que quiconque. « Je vais bien, Marcus. » « C'est juste. »« Non, vous n'allez pas bien. » L'interruption était ferme, chose rare venant de Marcus. « Hier, vous avez failli vous évanouir pendant la vidéoconférence avec Tokyo, et ne croyez pas que je n'ai pas remarqué vos mains trembler lors de la signature du contrat Riverside. » Le silence pesa lourdement entre eux. Elliott savait que Marcus avait raison, mais admettre une faiblesse n'avait jamais été une option dans son vocabulaire. Les hommes comme lui ne montraient pas de vulnérabilité. C'est ainsi qu'il bâtissait des empires et maintenait le respect. 2 heures plus tard, Elliott se trouvait dans le cabinet du docteur Richard Holbrook, son médecin personnel depuis plus de 15 ans. L'environnement familier et les murs lambrissés de bois sombre, les diplômes encadrés et l'odeur discrète d'antiseptique rendaient tout cela étrangement plus réel et effrayant. « Elliott, je dois être direct avec vous. » Le docteur Holbrook tenait un dossier de résultats, ses yeux évitant le contact direct. « Les résultats ne sont pas bons. En fait, ils sont dévastateurs. » Le cœur d'Elliott s'emballa, mais son expression resta impassible. Des années de négociations lui avaient appris à garder le contrôle, même lorsque le monde s'écroulait autour de lui. Continuez. Vous êtes atteint d'une maladie dégénérative rare. Elle est progressive et sans remède connu. La voix du médecin était douce, mais chaque mot tranchait comme une lame affûtée. Basé sur le stade actuel et la progression que nous observons, je dirais qu'il vous reste 3 ans, tout au plus. Le temps s'arrêta. Elliott eut l'impression d'observer la scène de l'extérieur de son propre corps. Il se voyait là, assis dans ce fauteuil en cuir, recevant une condamnation à mort comme s'il s'agissait d'un simple rapport d'activité. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. 3 ans, répéta-t-il, sa voix étrangement calme. Peut-être moins. La maladie est imprévisible. Certains patients se détériorent rapidement. D'autres parviennent à maintenir une certaine qualité de vie plus longtemps, mais... Le docteur Holbrook laissa sa phrase en suspens, le poids des mots non dits remplissant le silence. Elliott hocha lentement la tête, traitant l'information comme il traiterait n'importe quelle donnée commerciale importante. Mais cette fois, les chiffres ne mentaient pas sur des profits ou des pertes. Ils mentaient sur son existence même. Il existe des traitements pour ralentir la progression,
des thérapies qui peuvent aider avec les symptômes. Mais je dois être honnête, c'est palliatif, pas curatif. Lorsqu'il quitta enfin le cabinet, Elliot marcha dans les rues de Manhattan comme un homme en transe. Le bruit de la ville, les voitures, les gens, les travaux semblaient étouffés, comme s'il entendait tout à travers une paroi de verre. Ses jambes le portèrent automatiquement vers Central Park, où il s'assit sur un banc isolé. C'est là, entouré par la vie pulsante de la ville qu'il avait conquise, que la réalité le frappa de plein fouet. Il allait mourir. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Elliot Callahan pleura. Pas pour les affaires qu'il laisserait derrière lui, ni pour les hôtels qui avaient pris des années à construire. Il pleura pour la solitude absolue qui l'entourait. À 38 ans, il avait bâti un empire, mais n'avait pas une seule personne avec qui partager ses derniers instants. Il n'avait pas d'enfant pour perpétuer son héritage, pas d'épouse pour lui tenir la main, rien que de l'argent et des propriétés vides. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait tout découvrit qu'en réalité, il ne possédait rien de ce qui comptait vraiment. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Manhattan de nuances orange et rouge, Elliot prit une décision. Il ne se laisserait pas simplement dépérir et mourir. S'il n'avait que 3 ans, il les ferait compter. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen de laisser derrière lui plus que de l'argent. Mais quoi exactement, il ne le savait pas encore. Les jours suivant le diagnostic passèrent comme un brouillard dense et suffocant. Elliot se retrouvait perdu dans ses pensées, contemplant Manhattan à travers les baies vitrées de son Penthouse. La ville continuait sa danse frénétique en contrebas, indifférente au fait que l'un de ses fils les plus puissants avait reçu une condamnation à mort. Pendant 2 semaines, il annula des réunions importantes, ignora les appels d'investisseurs internationaux et laissa Marcus gérer les urgences. Pour la première fois de sa carrière, Elliot Callahan ne pouvait pas se concentrer sur les affaires. Son esprit était trop occupé à traiter une réalité qui semblait impossible à accepter. Ce fut un jeudi pluvieux qu'un appel de son avocat, James Morrison, le ramena à la réalité. « Elliot, nous devons parler de votre testament. Avec les changements récents dans votre situation, il est crucial que nous revoyions tout. » Le mot « situation » sonnait comme un euphémisme cruel pour une mort imminente, mais Elliot apprécia la délicatesse de James. Planifiez une réunion pour cet après-midi. 3 heures plus tard, James était assis dans le salon du Penthouse, des documents étalés sur la table basse en marbre de Carrare. L'avocat, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et aux lunettes sans monture, gérait les affaires juridiques de la famille Callahan depuis plus de 2 décennies. Tel qu'il est structuré actuellement, 60% de vos actifs iront à votre frère Darren, 30% à des œuvres caritatives sélectionnées, et 10% répartis entre les employés de longue date, expliqua James en ajustant ses lunettes. En entendant le nom de son frère, Elliot sentit un mélange de colère et de déception monter dans sa gorge. Darren Callahan, de 3 ans son cadet, avait passé sa vie entière à gâcher des opportunités et à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Accro aux jeux, aux femmes et à la drogue, Darren représentait tout ce qu'Elliot méprisait, l'irresponsabilité, la faiblesse et le parasitisme. Cela doit changer, dit Elliot, la voix chargée de détermination. Darren ne verra pas un seul centime de ce que j'ai construit. James haussa les sourcils. Je comprends votre inquiétude, mais légalement, en tant que votre seul parent direct. Je me fiche des légalités. Y a-t-il un moyen de s'assurer qu'il n'hérite de rien? Eh bien, si vous aviez un enfant, un héritier direct, cela changerait complètement la situation juridique. Les mots de James résonnèrent dans l'esprit d'Elliot comme une cloche le réveillant. Un héritier. Un enfant. Quelqu'un pour porter non seulement son nom, mais ses valeurs, sa vision, son véritable héritage. Cette nuit-là, seul dans son Penthouse, Elliot arpenta l'appartement comme un lion en cage. L'idée s'était logée dans son esprit et grandissait à chaque minute. Il avait besoin d'un héritier, mais n'avait pas le temps pour les méthodes conventionnelles. Il n'avait pas des années pour trouver quelqu'un, tomber amoureux, construire une relation solide et fonder une famille. Il avait 3 ans, peut-être moins. C'est alors qu'une idée radicale commença à prendre forme. S'il ne pouvait pas faire les choses de manière traditionnelle, il les ferait à sa manière, pratique, directe, efficace, comme toutes ses affaires prospèrent. Un contrat. Un accord mutuellement bénéfique. Le lendemain matin, Elliot appela son détective privé, David Chen, un ancien inspecteur de la police de New York qui gérait les affaires délicates pour des hommes d'affaires de haut profil depuis des années. « David, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un pour moi. Quelqu'un de spécifique.
Quel genre de personne, Monsieur Callahan? Elliot prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. Une femme, entre 25 et 32 ans. Casier judiciaire vierge, pas d'addiction, pas de dette excessive. Quelqu'un en difficulté financière, mais pour des raisons nobles, s'occuper de sa famille, payer des études, quelque chose comme ça. J'ai besoin de quelqu'un d'intègre, d'honnête, qui ne cherche pas juste de l'argent facile. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. David travaillait pour Elliot depuis assez longtemps pour ne pas poser de questions inutiles, mais la spécificité de la demande était inhabituelle. Des préférences physiques ou professionnelles. L'intelligence est fondamentale. L'apparence. Attirante, mais ce n'est pas le plus important. Je veux quelqu'un de vrai, David. Quelqu'un qui travaille dur, qui connaît la valeur des choses, qui n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je comprends. Combien de temps ai-je? Une semaine. Pendant que David travaillait, Elliot passa ses journées à affiner son plan. Ce ne serait pas juste un accord financier froid et calculé. Ce serait une proposition honnête. Il offrirait une sécurité financière absolue en échange d'un enfant, et peut-être de compagnie, durant ces dernières années. La bonne femme comprendrait qu'il ne s'agissait pas d'amour romantique, mais d'héritage, de famille et de but. Durant ces nuits sans sommeil, Elliot se surprenait à imaginer ce que ce serait. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il ne serait pas complètement seul. Il y aurait quelqu'un là, quelqu'un de réel, quelqu'un qui choisirait d'être à ses côtés, même en connaissant sa condition. Et plus tard, quand il ne serait plus là, il y aurait un enfant, son fils ou sa fille, pour continuer ce qu'il avait commencé. L'idée le réconfortait d'une manière qu'aucun succès commercial n'avait jamais fait. Le vendredi, David appela avec des nouvelles. J'ai trouvé quelques candidates intéressantes, mais il y en a une en particulier qui, je pense, retiendra votre attention. Lisa Whitmore, 28 ans. Elle travaille comme serveuse en 2 équipes pour soutenir sa jeune sœur. Diplômée en administration des affaires, mais ne trouve pas d'emploi dans le domaine par manque de relations. Dossier impeccable, jamais d'ennui, n'a jamais rien mendié. C'est le genre de personne qui préférerait travailler 16 heures par jour plutôt que d'accepter la charité. Elliot sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Où travaille-t-elle? L'un de ses services est à l'hôtel Méridien de Charleston. Ironiquement, l'un de vos hôtels. Le destin, pensa Elliot, avait parfois un sens de l'humour particulier. Préparez un dossier complet sur elle. Je veux tout savoir. En raccrochant le téléphone, Elliot regarda par la fenêtre la ville qu'il avait conquise. Pour la première fois depuis le diagnostic, il sentit quelque chose ressemblant à de l'espoir grandir dans sa poitrine. Peut-être que 3 ans seraient suffisants pour construire quelque chose de vraiment important, quelque chose qui durerait bien au-delà de sa propre existence. Le vol vers Charleston avait été turbulent, mais rien comparé à la tempête d'émotions qu'Elliot portait en lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait reçu le dossier complet sur Lisa Whitmore, et chaque page n'avait fait qu'intensifier sa curiosité pour la femme qui pourrait changer le cours de sa vie. Lisa Marie Whitmore, 28 ans, orpheline à 16 ans lorsqu'un accident de voiture avait emporté ses parents, la laissant responsable d'Emily, sa sœur qui n'avait que 8 ans à l'époque. Diplômée en administration des affaires de l'Université de Caroline du Sud avec une bourse complète, mais travaillant comme serveuse car les entreprises exigeaient une expérience qu'elle ne pouvait acquérir tout en s'occupant d'une enfant. Jamais mariée, peu de relations sérieuses, elle avait consacré sa vie entière à s'assurer qu'Emily ait toutes les opportunités qu'elle-même avait perdues. Le Méridien Charleston était l'un des joyaux de la couronne d'Elliot, un hôtel-boutique de luxe situé au cœur du quartier historique de la ville. Il avait choisi ce soir-là pour l'événement caritatif annuel, un gala pour les enfants orphelins, une ironie qui ne lui échappait pas car il savait que Lisa y travaillerait. Elliot arriva à l'hôtel 2 heures avant l'événement, prétextant vouloir superviser les derniers préparatifs. En réalité, il voulait observer Lisa dans son environnement naturel, voir si la femme réelle correspondait à l'image qu'il s'était construite à travers les rapports et les photographies. Il la vit avant qu'elle ne le remarque. Lisa était dans la zone de service, vérifiant les plateaux d'amuse-bouche avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui comprenait que chaque détail comptait. Elle portait l'uniforme standard de l'hôtel, une chemise blanche immaculée, une jupe noire ajustée aux genoux, des chaussures noires à talons bas, mais il y avait quelque chose chez elle qui rendait l'uniforme élégant plutôt que simplement fonctionnel. Ses cheveux bruns foncés étaient tirés en un chignon bas, révélant la ligne délicate de son cou. Elle n'était pas conventionnellement éblouissante comme les mondaines qui fréquentaient les événements d'Elliot,
mais il y avait une beauté naturelle chez elle, une force contenue qui transparaissait dans chaque mouvement calculé. Monsieur Callahan? La voix du directeur de l'hôtel, Robert Maxwell, interrompit ses observations. Nous n'attendions pas votre visite aujourd'hui, y a-t-il un problème? Juste une vérification de routine, Robert. Je veux m'assurer que tout soit parfait pour ce soir. Elliot continua son inspection informelle, gardant toujours Lisa dans son champ de vision. Il observait comment elle interagissait avec les autres membres du personnel, respectueuse mais pas soumise, serviable mais pas servile. Lorsque l'un des autres serveurs fit tomber un plateau de verre en cristal, Lisa fut la première à aider, s'agenouillant au sol pour ramasser les éclats sans se plaindre ni blâmer le collègue nerveux. « Attention au verre », dit-elle doucement au jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 19 ans. « Ça arrive à tout le monde. J'ai cassé 3 plateaux ma première semaine. » Cette gentillesse authentique combinée à une compétence évidente confirma à Elliot que son choix était le bon. L'événement débuta à 19h. La salle de bal principale du Méridien était transformée, des lumières dorées créaient une atmosphère intime, des arrangements floraux luxuriants décoraient chaque table, et le son doux d'un quatuor à cordes emplissait l'espace. L'élite de Charleston s'était déplacée en force. Des femmes en robe de créateurs et des hommes en smokings impeccables, tous désireux d'être vus soutenant une noble cause. Elliot évoluait parmi les invités avec l'aisance de quelqu'un né pour ce monde, échangeant des salutations cordiales et discutant affaires avec désinvolture, mais ses yeux cherchaient constamment Lisa parmi les serveurs proposant champagne et canapé. C'est 45 minutes après le début de l'événement que cela arriva. Lisa se déplaçait gracieusement parmi les invités avec un plateau de vin rouge lorsqu'un des investisseurs les plus importants d'Elliot, un homme obèse et désagréablement ivre nommé Harrison Blackwood, décida de faire une blague inappropriée à l'une des autres serveuses. « Et ma jolie » dit Blackwood trop fort, attrapant le bras de la jeune serveuse. « Que diriez-vous, vous et moi, de trouver une chambre plus privée après ça ?» Lisa, qui n'était qu'à quelques pas, vit le malaise évident dans les yeux de sa collègue et n'hésita pas. Elle s'approcha rapidement, se positionnant stratégiquement entre Blackwood et l'autre serveuse. « Monsieur, puis-je vous offrir du vin ? Nous avons un Bordeaux exceptionnel ce soir, dit Lisa avec un sourire professionnel, mais Elliot pouvait voir la tension dans sa mâchoire. « Je ne veux pas de vin, ma jolie, je te veux toi, répliqua Blackwood en essayant de toucher le visage de Lisa. C'est à ce moment que tout se déroula au ralenti. Lisa esquiva son contact, mais le mouvement soudain fit perdre l'équilibre au plateau de vin. 3 verres de Bordeaux 2015, valant $200 chacun, volèrent selon une trajectoire parfaite vers Elliot, qui s'était approché pour intervenir. Le vin percuta sa chemise blanche en soie italienne, s'étalant en taches rouges comme du sang sur le tissu immaculé. Des gouttes éclaboussèrent son smoking, tachant sa cravate Hermès et mouchetant son visage. La salle de bal entière sembla se figer, les conversations s'arrêtèrent au milieu des phrases, les rires moururent sur les lèvres, et tous les yeux se tournèrent vers la scène. Elliot Callahan, le milliardaire propriétaire de l'hôtel, était trempé de vin rouge, courtoisie d'une serveuse qui était maintenant pâle comme un linge. Je suis tellement désolé, balbutia Lisa, ses yeux verts écarquillés d'horreur. Monsieur, C'était un accident, je ne. Elliot essuya lentement le vin de son visage avec sa pochette, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il s'attendait à voir de la peur, de la servilité, la panique typique de quelqu'un qui vient de commettre une erreur pouvant coûter son emploi. Au lieu de cela, après le choc initial, il vit quelque chose de différent dans les yeux de Lisa. De la détermination. Elle avait peur, oui, mais elle n'était pas brisée. Elle était prête à affronter les conséquences de ses actes, même si cela signifiait défendre quelqu'un de plus faible. « Vous avez fait ça pour elle », dit Elliot doucement, indiquant la jeune serveuse que Lisa avait protégée. Lisa releva légèrement le menton, une étincelle de défi brillant dans ses yeux. « Oui, je l'ai fait. Même en sachant que cela pourrait vous coûter votre travail ? Certaines choses sont plus importantes qu'un travail, monsieur. » À cet instant, quelque chose changea en Elliot. Ce n'était pas seulement l'attraction physique, bien que le feu dans les yeux verts de Lisa et la façon dont elle maintenait sa dignité, même dans une situation humiliante, l'affectassent définitivement. C'était de la reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, il regardait quelqu'un qui comprenait que le caractère valait plus que la convenance. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Lisa. Lisa Whitmore. »« Lisa » répéta-t-il, testant la sonorité du nom. « Vous venez de ruiner une chemise à $1000. » Les épaules de Lisa se raidirent,
se préparant à l'inévitable. Oui, monsieur. Je comprends si vous voulez le déduire de mon salaire ou me renvoyer. Elliot retira complètement la chemise ruinée, ne laissant que le maillot de corps blanc en dessous, à la surprise générale. Puis il fit quelque chose qui choqua encore plus l'assistance. Il sourit. Un sourire authentique, pas le sourire professionnel qu'il réservait aux réunions d'affaires. En fait, Lisa Whitmore, dit-il, sa voix portant une note de quelque chose qui pourrait être de l'amusement. Je pense que vous venez de me rendre service. Et à cet instant, avec le vin rouge dégoulinant encore de sa cravate et Lisa le regardant avec un mélange de confusion et de soulagement, Elliot sut qu'il avait trouvé bien plus qu'une candidate pour son plan. Il avait trouvé quelqu'un qui pourrait tout changer. Les 3 jours suivant l'incident à l'événement caritatif furent les plus longs de la vie de Lisa. Elle s'attendait à être renvoyée à tout moment, imaginant comment elle expliquerait à Emily qu'elle avait perdu son travail pour avoir jeté du vin sur le propriétaire de l'hôtel. Au lieu de cela, Robert Maxwell lui avait donné une semaine de congé payé, prétextant des « ordres d'en haut » avec un sourire énigmatique. C'est par un jeudi après-midi pluvieux que la vie de Lisa changea pour toujours. Elle était chez elle, dans un petit appartement de 2 chambres d'un quartier modeste de Charleston, aidant Emily avec ses devoirs de maths, quand la sonnette retentit. De l'autre côté de la porte se tenait un homme bien habillé, à l'allure professionnelle, tenant une enveloppe scellée. « Lisa Whitmore ? Je suis James Morrison, l'avocat de Monsieur Elliot Callahan. Il aimerait vous parler. Aujourd'hui, si possible. » Lisa sentit son estomac se nouer. Est-ce à propos de ce qui s'est passé à l'hôtel ? Je peux payer pour la chemise, même si je dois le faire en plusieurs fois. Ce n'est pas à propos de cela, mademoiselle Whitmore. Monsieur Callahan a une proposition pour vous. Une proposition d'affaires. 2 heures plus tard, Lisa se trouvait au dernier étage du Méridien, dans la suite présidentielle qu'Elliot utilisait comme bureau lors de ses séjours à Charleston. L'environnement était luxueux mais accueillant, des meubles en cuir vieilli, une vue spectaculaire sur la ville historique, et une cheminée crépitant doucement. Elliot se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, portant un pull en cachemire gris et un pantalon noir. Lorsqu'elle entra, il se tourna, et Lisa dut admettre qu'il était encore plus attirant qu'elle ne s'en souvenait. Il y avait quelque chose dans ses yeux sombres, une intensité qui fit battre son cœur de manière inconvenante. « Lisa, merci d'être venue. Monsieur Callahan. » Elle garda sa voix stable, bien qu'à l'intérieur elle fût un paquet de nerfs. Votre avocat a dit que vous aviez une proposition pour moi. S'il vous plaît, asseyez-vous. Elliot indiqua un fauteuil en cuir. Et appelez-moi Elliot. Je pense qu'après m'avoir baigné de Bordeaux, nous pouvons sauter les formalités. Malgré la tension, Lisa sentit les coins de sa bouche s'incurver légèrement. Je me sens toujours terrible à ce sujet. Vous ne devriez pas. C'était instructif. Elliot s'assit dans le fauteuil opposé, se penchant légèrement en avant. Lisa, puis-je être direct avec vous ? Je préfère ça. J'ai enquêté sur vous. Les mots tombèrent comme une pierre dans une eau calme. Lisa sentit son sang se glacer dans ses veines. Quoi ? Je sais pour Emily, pour vos parents, pour la façon dont vous avez sacrifié vos propres ambitions pour prendre soin d'elle. Je sais que vous avez obtenu votre diplôme avec les honneurs, mais que vous travaillez comme serveuse parce que vous avez besoin d'horaires flexibles et d'argent immédiat. Je sais que vous dormez 4 heures par nuit pour gérer 2 emplois et aider Emily dans ses études. Lisa se leva brusquement, le visage rouge d'indignation. Je ne sais pas quel genre de jeu morbide c'est, mais je ne joue pas. Quel droit avez-vous d'enquêter sur ma vie ? Le droit d'un homme désespéré. L'honnêteté brute dans la voix d'Elliot la fit s'arrêter. Il s'était également levé et il y avait quelque chose dans sa posture, une vulnérabilité mêlée de détermination qui l'empêcha de franchir la porte. Lisa, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes pour expliquer. Si après ça vous voulez partir, je ne vous dérangerai plus jamais. Vous avez ma parole. Elle le fixa pendant de longues secondes, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. La peur. Une peur authentique venant d'un homme qui n'était clairement pas habitué à avoir peur. 5 minutes, dit-elle en se rasseyant. Elliot prit une profonde inspiration, passant ses mains dans ses cheveux. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que je vais mourir. Une maladie dégénérative rare. J'ai 3 ans à vivre, tout au plus. Lisa eut l'impression que quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce.
Quelle que soit la proposition qu'elle attendait, ce n'était pas ça. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle, et elle l'était vraiment. Merci. Mais ce n'est pas pour cela que vous êtes ici. Elliot se rassit, posant ses coudes sur ses genoux. Lisa, j'ai bâti un empire, mais je n'ai personne à qui le laisser. Je n'ai pas de vraie famille, pas d'enfants, personne qui se soucie de moi au-delà de ce que mon argent peut acheter. Et quel rapport avec moi? J'ai besoin d'un héritier. Et vous avez besoin de sécurité financière. Le silence s'étira entre eux, lourd d'implications. Lisa sentit son cœur s'emballer alors qu'elle commençait à comprendre où menait la conversation. Que proposez-vous exactement? Elliot se leva, marchant vers un bureau où se trouvait un dossier de documents. Le mariage. Un contrat de 2 ans, renouvelable si les deux parties sont d'accord. Vous porteriez mon enfant, et en retour, je garantis que vous et Emily n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Lisa se leva si vite que la chaise faillit basculer en arrière. Vous êtes fou. Absolument fou. Je suis pragmatique. Elliot se tourna pour lui faire face, ses yeux sombres intenses. Lisa, j'ai vu comment vous avez défendu votre collègue à l'événement. J'ai vu votre intégrité, votre force, votre compassion. Vous n'êtes pas guidé par l'avidité, vous êtes guidé par l'amour pour votre sœur, la volonté de tout sacrifier pour elle. Ce sont les qualités que je veux que mon enfant hérite. Vous voulez m'acheter, dit Lisa, la voix tremblante de colère et d'autres choses qu'elle ne pouvait identifier. Non, je veux un partenariat avec vous. Un partenariat honnête. Elliot fit un pas vers elle, s'arrêtant lorsqu'il vit Lisa reculer. Ce ne serait pas un mariage d'apparat, ce serait réel, Lisa. Nous vivrions ensemble, partagerions une vie. Et je prendrai soin de vous. Pour de vrai. Pendant 2 ans. Jusqu'à ce que je meure. La brutalité de son honnêteté la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Lisa le fixa, cherchant des signes que c'était une sorte de blague cruelle. Au lieu de cela, elle vit un homme qui offrait tout ce qu'il avait en échange de quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, une famille. Et si je dis non? Alors vous partez, et je trouve quelqu'un d'autre. Juste comme ça? C'est aussi simple? Aussi simple que ça. Elliot retourna à son fauteuil mais ne s'assit pas, mais avant de répondre, laissez-moi vous montrer ce que j'offre. Il ouvrit le dossier et en sortit quelques documents. Emily finirait ses études dans l'école privée la plus exclusive de Charleston. Université payée où elle veut. Vous auriez une allocation mensuelle de $50 000, une maison pas un appartement, une vraie maison et un fonds fiduciaire de $5 millions à votre nom après la naissance de l'enfant. Lisa sentit ses jambes faiblir. C'étaient des chiffres qu'elle n'avait vus que dans les films. Et si je ne peux pas tomber enceinte? Nous essaierons pendant 2 ans. Si ça ne marche pas, vous gardez tout de même la moitié de ce que j'ai promis, et Emily a toujours son éducation garantie. Et si vous mourrez avant les 2 ans? Vous héritez de tout. L'entreprise, les propriétés, tout. Lisa marcha vers la fenêtre, regardant la ville qu'elle connaissait si bien mais qui semblait soudain complètement différente. En bas, les gens marchaient dans les rues historiques, vivant leur vie simple et prévisible. 1 heure plus tôt, elle était l'une d'entre eux, maintenant, on lui offrait la chance de tout changer. Pourquoi moi? Demanda-t-elle sans se retourner. Parce que lorsque vous m'avez jeté ce vin pour défendre votre collègue, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu chez quelqu'un depuis des années, un caractère authentique. Vous n'avez pas hésité à risquer votre travail pour quelqu'un de plus faible. C'est le genre de personne que je veux que mon enfant soit. Lisa ferma les yeux, sentant des larmes chaudes presser contre ses paupières. C'était une offre impossible à refuser et impossible à accepter en même temps. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr. Mais Lisa. Lorsqu'elle se retourna, Elliot était plus proche qu'elle ne l'attendait, ses yeux sombres fixés dans les siens. Ce ne serait pas juste un accord commercial froid. Je me soucierai de vous. Pour de vrai. Et ce fut dans cette promesse chuchotée, dans la vulnérabilité qui lui permettait de voir, que Lisa réalisa que peut-être, cette décision impossible ne l'était pas tant que ça. La décision avait été prise lors d'une nuit sans sommeil, 3 jours après la proposition d'Elliot. Lisa était assise dans la minuscule cuisine de l'appartement, regardant Emily dormir sur le canapé avec un livre de biologie ouvert sur la poitrine. À 20 ans, sa sœur était brillante, déterminée,
mais Lisa voyait l'épuisement dans ses yeux, l'épuisement de quelqu'un qui travaillait à temps partiel tout en étudiant, parce qu'elle savait que chaque centime comptait. C'est à ce moment-là que Lisa réalisa qu'elle ne choisissait pas juste pour elle-même. Elle choisissait pour Emily, pour l'avenir qu'elle méritait toutes les deux. Et peut-être, juste peut-être, choisissait-elle pour Elliot aussi. Il y avait quelque chose chez cet homme, une solitude profonde qui reflétait la sienne, qui la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. L'appel à Elliot à 6 heures du matin fut bref. Oui. Ma réponse est oui. 2 semaines plus tard, Lisa se tenait devant le miroir dans l'un des salons privés les plus exclusifs de Charleston, ajustant la robe de mariée qu'elle avait choisie. Ce n'était pas une robe de rêve de petite fille. Pas de tulle volumineux ou de traîne dramatique. Au lieu de cela, elle avait choisi quelque chose d'élégant et simple, une robe en soie ivoire ajustée au corps, avec un décolleté subtil et de longues manches en dentelle délicate. C'était beau, mais sobre. Approprié pour un mariage qui était plus une transaction commerciale qu'un conte de fées, ou du moins, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. « Tu es magnifique », dit Emily derrière elle, ajustant le voile simple à une seule épaisseur. Ces derniers jours, après que Lisa eut expliqué la situation en omettant soigneusement les détails les plus intimes de l'accord, Emily avait alterné entre le choc, l'inquiétude et une excitation prudente face au changement à venir. « Tu es sûre de ça, Lisa ? On peut encore franchir cette porte et rentrer à la maison. » Lisa regarda le reflet de sa sœur dans le miroir. Emily portait une robe bleu marine qu'Elliot avait insisté pour payer, et elle était plus belle que jamais. Mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux verts. Les mêmes yeux que Lisa voyait dans le miroir chaque jour. « Je suis sûre, » répondit Lisa, bien que sa voix tremblât légèrement. « Emily, ça va changer nos vies. Pour le mieux. Mais est-ce que tu l'aimes ? Même juste un peu ?» La question frappa Lisa de manière inattendue. Au cours des 2 semaines depuis qu'elle avait accepté la proposition, elle et Elliot s'étaient rencontrés plusieurs fois pour discuter des détails pratiques, où ils vivraient, à quoi ressemblerait le quotidien, les questions médicales. Mais dans toutes ces réunions, il y avait une tension sous-jacente, une attirance qu'aucun des deux ne mentionnait mais qui était toujours présente dans l'air entre eux. « Je le respecte », dit finalement Lisa. Et c'est plus que ce que beaucoup de mariages ont. 15 minutes plus tard, Lisa marchait dans l'allée de la petite chapelle historique, ses pas résonnant doucement sur le marbre ancien. Il n'y avait que 12 personnes présentes. Emily, James Morrison, Marcus, l'assistant d'Elliot, quelques employés proches, et, étonnamment, la mère d'Elliot, Evelyn Callahan. Evelyn était exactement comme Lisa l'avait imaginé, une femme de 62 ans aux cheveux blonds parfaitement coiffés, portant un tailleur Chanel et une expression de désapprobation à peine dissimulée. Ses yeux froids avaient analysé Lisa de la tête aux pieds lors de leur présentation, et la conclusion n'avait clairement pas été favorable. Mais rien de tout cela n'importa lorsque Lisa vit Elliot l'attendre à l'hôtel. Il était d'une élégance dévastatrice dans un smoking noir sur mesure, ses cheveux sombres peignés en arrière, et lorsque leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose se contracta dans la poitrine de Lisa. Il y avait de la nervosité, mais aussi quelque chose de plus chaud, de plus profond. De l'admiration, peut-être, ou quelque chose qui pourrait facilement être confondu avec quelque chose de plus dangereux. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, Elliot lui tendit la main, et Lisa sentit la force et la chaleur de ses doigts entrelacés aux siens. Sa voix fut assez basse pour qu'elle seule l'entende lorsqu'il chuchota « Vous êtes éblouissante ». La cérémonie fut brève mais intime. Le pasteur, un homme doux aux cheveux gris, conduisit les vœux traditionnels avec une solennité qui rendait tout cela plus réel que Lisa ne l'avait prévu. Au moment d'échanger les alliances, Elliot glissa à son doigt une bague en diamant et platine qui devait coûter plus que ce qu'elle gagnait en un an, mais qui semblait étrangement parfaite sur sa main. « Par cette alliance, je vous épouse, » dit Elliot. Sa voix était ferme mais chargée d'émotion. « Et je promets de prendre soin de vous protéger et de vous respecter, tant que nous vivrons. » Lorsque Lisa répéta les vœux, plaçant l'anneau en or blanc au doigt d'Elliot, elle sentit des larmes inattendues presser contre ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, réalisa-t-elle avec surprise. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer soulagement, peut-être, ou espoir. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le pasteur. Pendant un instant, Elliot hésita, ses yeux cherchant les siens comme pour demander la permission. Lisa hocha la tête presque imperceptiblement, et alors il se pencha, ses mains tenant doucement son visage. Le baiser fut doux, respectueux, mais il y avait un courant électrique sous-jacent qui fit battre le cœur de Lisa. Ses lèvres étaient chaudes et fermes, et lorsqu'il s'écarta,
elle put sentir son souffle contre sa peau. « Madame Callahan » murmura-t-il, un demi-sourire incurvant ses lèvres. « Monsieur Callahan » répondit-elle, surprise par le naturel de la chose. La réception fut petite, tenue sur la terrasse privée du Méridien. Alors que le soleil se couchait sur Charleston, Lisa se retrouva à naviguer des conversations polies avec des gens qu'elle n'avait jamais imaginé rencontrer. Marcus était gentil et authentiquement chaleureux, clairement soulagé de voir Elliot heureux. James Morrison était professionnel mais cordial. Evelyn Callahan, en revanche, était une toute autre histoire. « Alors ma chère », dit Evelyn quand elle coinça Lisa seule. « J'espère que vous comprenez que c'est juste temporaire. Elliot traverse une période difficile, mais il s'en remettra. C'est une phase. » Lisa sentit la fureur monter dans sa gorge mais garda sa voix calme. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Callahan, ce n'est pas une phase. C'est un mariage. » « C'est une erreur, » répliqua froidement Evelyn. « Et quand Elliot réalisera cela, j'espère que vous serez assez intelligente pour disparaître discrètement. » Avant que Lisa ne puisse répondre, une main forte se posa sur sa taille. Elliot était apparu à ses côtés, ses yeux sombres fixés sur sa mère avec une expression que Lisa n'avait jamais vue auparavant, une protection féroce mêlée d'irritation. « Mère, je pense qu'il est temps pour toi de rentrer, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Elliot chéri, Je partais, » l'interrompit-il. « Maintenant. » Après le départ d'Evelyn, visiblement offensé, Elliot se tourna vers Lisa, ses mains toujours sur sa taille. « Je suis désolé pour ça. Elle n'avait aucun droit de te parler ainsi. »« Ça va » mentit Lisa, sentant encore les mots empoisonnés d'Evelyn résonner dans son esprit. « Non, ça ne va pas » Elliot se rapprocha, sa voix basse et intime. « Lisa, tu es ma femme maintenant. Personne ne te manquera de respect en ma présence. » L'intensité dans sa voix fit remuer quelque chose dans la poitrine de Lisa. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un offrait de la protéger, d'être de son côté. Plus tard, quand les derniers invités furent partis et qu'Emily eut été emmenée par Marcus pour passer la nuit à l'hôtel, laissant aux nouveaux mariés leur intimité, Lisa se retrouva seule avec Elliot dans la suite présidentielle qui était maintenant temporairement son foyer. La suite avait été transformée. Il y avait des bougies éparpillées dans la pièce, des pétales de rose au sol, et du champagne frais attendant sur une table en argent. C'était romantique d'une manière qui faisait battre le cœur de Lisa et lever ses défenses simultanément. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle, indiquant la décoration romantique. « Je le voulais, » répondit simplement Elliot. Il avait retiré sa veste et sa cravate, et avec les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude, il semblait plus jeune, plus accessible. « Lisa, je sais que c'est étrange pour nous deux, mais j'ai pensé que peut-être nous pourrions essayer de rendre cela agréable. » Il versa du champagne pour eux deux, ses mains tremblant légèrement. Lisa réalisa avec surprise qu'il était nerveux. Aussi nerveux qu'elle. À deux nouveaux départs, porta-t-il un toast, levant son verre. À deux nouveaux départs, fit écho Lisa, touchant son verre contre le sien. Le champagne était doux et coûteux, mais Lisa remarqua à peine le goût. Elle était trop occupée à observer Elliot, la façon dont la lueur des bougies dansait dans ses yeux sombres, comment sa bouche s'incurvait en un demi-sourire nerveux. « Alors » dit-elle, essayant de briser la tension qui montait entre eux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elliot posa son verre, faisant un pas vers elle. « Maintenant, Lisa Callahan, nous commençons notre vie ensemble. » Lorsqu'il lui tendit la main, Lisa n'hésita qu'une seconde avant d'accepter. Leurs doigts s'entrelacèrent, et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté sa proposition impossible, Lisa s'autorisa à penser que peut-être, juste peut-être, cela pourrait devenir quelque chose de réel. Les premiers jours en tant que Madame Callahan passèrent dans un flot surréel de changements. Lisa se retrouva à vivre dans le penthouse d'Elliot à Manhattan, un appartement en duplex avec vue panoramique sur la ville, décoré d'art moderne et de meubles coûtant plus cher que son ancienne maison entière. Emily avait été inscrite dans l'école privée la plus prestigieuse de Charleston, tous frais payés, et pour la première fois depuis des années, Lisa n'avait pas besoin de vérifier son solde bancaire avant d'acheter de la nourriture. Mais c'étaient les petits moments inattendus qui faisaient lentement tomber les barrières qu'elle avait construites autour de son cœur. Comme ce matin où elle se réveilla et trouva Elliot dans la cuisine, préparant du café et des œufs brouillés avec la concentration de quelqu'un qui n'en avait clairement pas l'habitude. « Je pensais que tu avais un chef, » dit Lisa, nouant la robe de chambre en soie qu'il avait insisté pour lui acheter. « J'en ai un, mais j'ai renvoyé tout le personnel domestique pour la semaine, »
répondit Elliot, se tournant vers elle avec une expression presque timide. J'ai pensé que tu pourrais vouloir de l'intimité. Pour que nous nous habituions l'un à l'autre. Il y avait quelque chose de touchant dans sa considération, la façon dont il essayait de rendre cette situation impossible plus confortable pour elle. Lisa s'approcha, observant alors qu'il luttait avec des œufs qui brûlaient clairement dans la poêle. Tiens, laisse-moi t'aider, dit-elle, touchant légèrement son bras. La cuisine était assez grande pour 3 personnes, mais d'une certaine manière, lorsque Lisa se déplaça pour se tenir à côté d'Elliot devant la cuisinière, l'espace sembla intime. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur subtile de son eau de Cologne mêlée à quelque chose qui était purement masculin et purement lui. « Tu cuisines ?» demanda-t-il, regardant alors qu'elle sauvait habilement les œufs. « Je cuisine depuis que j'ai 16 ans. Quand tu dois nourrir une adolescente avec un budget de serveuse, tu apprends à être créative. »« Apprends-moi » dit Elliot soudainement. Lisa le regarda, surprise. « Quoi ? Apprends-moi à cuisiner. Au moins les bases. Si nous allons, il hésita, les mots suspendus entre eux. Si nous allons partager une vie, j'aimerais être capable de prendre soin de toi parfois. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa demande, un aveu que malgré toute sa richesse et son pouvoir, il y avait des choses simples de la vie qu'il n'avait jamais apprises. Lisa sentit quelque chose s'adoucir dans sa poitrine. « D'accord, dit-elle doucement. On peut commencer par des œufs brouillés qui ne ressemblent pas à du caoutchouc. » C'est ainsi que leurs matinées commencèrent. Lisa apprenant à Elliot comment faire un café décent, comment assaisonner correctement les œufs, la différence entre sauter et frire. Il était un élève attentif et étonnamment humble, posant des questions et acceptant les corrections sans l'ego qu'elle aurait attendu d'un milliardaire habitué à donner des ordres. Mais ce furent les soirées qui changèrent vraiment tout. 3 semaines après le mariage, Elliot était rentré d'un voyage d'affaires de 2 jours à Londres. Lisa l'avait attendu, bien qu'elle ne voulût pas s'avouer pourquoi. Lorsqu'il arriva à l'appartement à 11 heures du soir, elle était dans le salon, lisant un livre sur lequel elle n'arrivait pas à se concentrer. « Tu n'avais pas besoin de m'attendre, » dit-il, posant sa mallette de côté. Il y avait de l'épuisement dans ses yeux, et Lisa remarqua comment il s'appuya discrètement contre le comptoir un instant. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en fermant le livre. « Juste un peu fatigué. »« Long vol. » Mais Lisa avait appris à lire les signes, la façon dont il massait discrètement sa tempe gauche, comment ses mouvements étaient légèrement plus lents que la normale, comment il clignait des yeux plus que d'habitude. « Elliot, à quand remonte la dernière fois que tu as mangé quelque chose de consistant ? » « Je ne m'en souviens pas. » Lisa se leva, lui tendant la main. « Viens. Je vais faire quelque chose de simple. »« Lisa, tu n'as pas besoin de... »« Viens, » répéta-t-elle plus fermement. Dans la cuisine, elle prépara un sandwich d'un fromage et une tasse de thé à la camomille, tandis qu'Elliot s'asseyait sur le tabouret haut du comptoir, observant chacun de ses mouvements avec une intensité qui lui donnait des frissons. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il quand elle plaça l'assiette devant lui. « Faire quoi ? Prendre soin de moi. » Ce n'était pas dans le contrat. Lisa s'arrêta, sa main toujours sur le comptoir, proche de la sienne. Peut-être parce que certaines choses sont plus importantes que les contrats. Elliot la regarda longuement, quelque chose changeant dans son regard. « Lisa, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton sérieux de sa voix fit se contracter son estomac. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Les épisodes empirent. Plus fréquents. Le médecin a dit que c'est normal dans la progression de la maladie, mais... Il passa ses mains dans ses cheveux, un aveu de vulnérabilité que Lisa voyait rarement chez lui. Parfois, j'ai peur que le temps ne s'écoule plus vite que nous ne l'avions prévu. Lisa eut l'impression que quelqu'un avait serré son cœur avec un poing de fer. Sans réfléchir, elle couvrit sa main avec la sienne. « Alors nous ne gâcherons pas un seul instant, » dit-elle doucement. Ce fut cette nuit-là, alors qu'Elliot eut un autre vertige en se préparant à aller au lit, que tout changea. Lisa se brossait les dents dans la salle de bain adjacente lorsqu'elle entendit un bruit sourd venant de la chambre. Elle se précipita hors de la pièce et trouva Elliot appuyé lourdement contre la commode, le visage pâle, luttant pour garder son équilibre. « Elliot !» Elle courut vers lui, passant un bras autour de sa taille pour le soutenir. « Ça va ? » « Juste. »« Laisse-moi une minute, » murmura-t-il en fermant les yeux et en s'appuyant sur elle. Lisa le guida avec précaution jusqu'au lit, l'aidant à s'asseoir. Leur corps était proche, et elle pouvait sentir les légers tremblements qui le parcouraient, voir l'effort qu'il faisait pour garder le contrôle.
Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, dit-elle doucement, répétant les mots de leur première nuit. Pas avec moi. Elliot ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de dévastateur dans la vulnérabilité qu'elle y eut. Lisa, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Faible, brisée. Tu n'es pas brisée, l'interrompit-elle, ses mains encadrant son visage. Tu es humain, et tu combats quelque chose d'impossible avec plus de courage que quiconque de ma connaissance. Ils restèrent ainsi un moment, se regardant dans le silence de la chambre, éclairés seulement par la douce lumière de la ville filtrant à travers les fenêtres. Puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Elliot inclina la tête et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser chaste de la cérémonie de mariage. C'était profond, exigeant, chargé de mois de tensions contenues et de sentiments qu'aucun des deux n'avait osé nommer. Les mains de Lisa s'emmêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, et elle sentit le faible gémissement qui s'échappa de sa gorge. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. Lisa, murmura Elliot contre ses lèvres. Ça ne devrait pas. Chut, chuchota-t-elle en l'embrassant à nouveau, plus doucement cette fois. Ne réfléchis pas, ressens. Ce qui suivit fut inévitable et parfait. Ils firent l'amour là, sur le canapé de la chambre, avec passion et tendresse, sans précipitation. Le toucher d'Elliot était révérencieux, ses mains explorant chaque courbe de son corps comme si elle était précieuse et fragile. Lisa répondit avec une égale intensité, lui montrant par chaque caresse qu'elle était là, non par obligation, mais par choix. C'était ardent et intime, rempli de soupirs étouffés et de promesses chuchotées. Quand Elliot la regarda dans les yeux en bougeant en elle, Lisa vit quelque chose qui l'effraya et la ravit à la fois. L'amour. Un amour réel, profond, bouleversant. Plus tard, allongés et entrelacés dans les draps froissés, aucun d'eux ne dit mot. Mais quand Elliot traça des motifs paresseux sur sa peau nue et que Lisa se blottit contre son torse, tous deux surent que quelque chose de fondamental avait changé. Il ne s'agissait plus de contrat ou d'arrangement pratique. Il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus réel. 6 semaines après cette nuit qui avait tout changé, Lisa se tenait dans la salle de bain du Penthouse à 6 heures du matin, tenant un test de grossesse de ses mains tremblantes. 2 lignes roses claires la fixaient en retour, confirmant ce que son corps lui chuchotait depuis des jours. La poitrine sensible, la subtile nausée matinale, la fatigue qu'aucune quantité de sommeil ne semblait guérir. Elle était enceinte. Elle s'assit sur le bord de la baignoire en marbre, assimilant encore la réalité. C'était exactement ce qu'Elliot voulait. Ce qu'ils avaient prévu. Mais d'une certaine manière, cela semblait irréel. Peut-être parce que ces dernières semaines, alors que leur relation s'était approfondie, elle avait presque oublié que le bébé faisait partie d'un accord. Pour elle, c'était devenu bien plus, une famille qu'elle désirait vraiment. Mais en serait-il de même pour Elliot? Quand elle sortit de la salle de bain, elle le trouva dans la cuisine, préparant le café comme c'était devenu leur rituel matinal. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama en soie noire, son torse nu révélant les muscles définis qu'elle avait appris à connaître intimement. En la voyant, son visage s'illumina de ce sourire réservé uniquement à elle. « Bonjour, Madame Callahan », dit-il en s'approchant pour l'embrasser doucement. Mais quand il se recula, il fronça les sourcils. « Tu es pâle. Tu te sens bien ?» Lisa prit une profonde inspiration, le test de grossesse encore chaud dans sa main fermée. « Elliot ? Je dois te dire quelque chose. » Quelque chose dans la gravité de sa voix fit changer son expression instantanément. Il posa sa tasse de café, toute son attention focalisée sur elle. « Qu'y a-t-il » Sans un mot, Lisa ouvrit la main, révélant le test. Elliot regarda le petit objet en plastique pendant ce qui sembla être une éternité, traitant l'information. « Tu es. Nous sommes. Enceints. » Oui. Le visage d'Elliot se transforma en une expression de pure joie, un sourire qui illumina ses yeux sombres d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. D'un mouvement fluide, il la souleva par la taille et la fit tourner dans les airs, riant d'une façon qui semblait presque juvénile. « Lisa, mon Dieu, c'est incroyable. » Il la reposa, ses mains allant immédiatement vers son ventre encore plat. « Comment te sens-tu ? Ça va ? Nous devons appeler un médecin, planifier des examens. » Sa réaction était tout ce que Lisa aurait pu espérer et plus encore. Il y avait un bonheur authentique, de l'excitation, de l'attention. Mais il y avait aussi autre chose, du soulagement.
Comme si une case importante avait été cochée sur sa liste. Elliot, dit-elle doucement en couvrant ses mains des siennes. J'ai besoin de savoir. Est-ce pour le bébé ou pour nous? La question le prit au dépourvu. Il la regarda, la confusion traversant ses traits. Que veux-tu dire? Es-tu heureux parce que tu vas avoir l'héritier que tu voulais, ou parce que nous allons avoir un enfant ensemble? Pendant un moment, Elliot ne répondit pas. Et dans ce silence, Lisa sentit un froid glacial s'installer dans son estomac. Quand il parla enfin, sa voix était plus prudente. Lisa, les deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. Je veux ce bébé. Je veux notre famille. Mais... Oui, je suis soulagé. Ce bébé assure la pérennité de mon héritage, garantit que Darren n'hérite de rien, que tout ce pour quoi j'ai travaillé ne sera pas gâché. Son honnêteté, bien qu'appréciée, blessa plus profondément que Lisa ne l'avait prévu. Elle se recula légèrement, ses mains tombant de son ventre. Je comprends. Lisa, ce n'est pas comme ça. Tu sais que ce n'est pas comme ça. Elliot essaya de la toucher, mais elle fit un autre pas en arrière. Ce que je ressens pour toi est réel. Ce que nous avons est réel. Vraiment? Ou ne suis-je qu'une incubatrice bien pratique que tu as fini par apprécier? L'accusation frappa Elliot comme une gifle. Ses yeux s'assombrirent, non de colère, mais de douleur. Comment peux-tu dire ça? Après tout ce que nous avons partagé. Après quoi? 1 mois et demi de bon sexe et de petit déjeuner, répliqua Lisa, sachant qu'elle était cruelle mais incapable de s'arrêter. Elliot, je ne sais rien de toi. De ta maladie, de ton traitement, de ce qui t'arrive vraiment. Je t'ai dit tout ce que tu avais besoin de savoir. Tu m'as dit le diagnostic, mais à quand remonte la dernière fois que tu as vu ton médecin? Que tu as fait des examens? Prends-tu des médicaments? Suis-tu un traitement? Les questions jaillirent en un torrent alimenté par des semaines d'inquiétude refoulées. Tu agis comme si la maladie n'existait pas, Elliot, comme si c'était juste un inconvénient mineur. Elliot passa ses mains dans ses cheveux, une expression de frustration traversant son visage. Il n'y a pas de vrai traitement, Lisa. Juste retarder l'inévitable. Mais tu n'essaies même pas. C'est comme si tu avais abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je suis là. Je construis quelque chose avec toi. J'essaie de profiter au maximum du temps qu'il nous reste. Le temps qu'il nous reste, répéta Lisa, les mots amers sur sa langue. On en revient toujours à ça, n'est-ce pas? Ta mort, ton compte à rebours. Et je suis juste. Quoi? Une distraction agréable avant la fin? Arrête ça. La voix d'Elliot était ferme maintenant, teintée de colère. Tu sais que ce n'est pas vrai. Le sais-je? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu gardes des pans entiers de ta vie secret. Je suis ta femme, Elliot. La mère de ton enfant. Mais j'ai l'impression d'être juste une employée bien traitée. Il se tenait là, au milieu de la cuisine luxueuse, se regardant à travers un gouffre qui s'était soudainement ouvert entre eux. Toute l'intimité et la connexion des semaines précédentes semblaient s'être évaporées, ne laissant que l'accord commercial original, nu et froid. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, dit finalement Elliot, la voix lasse. Je veux la vérité, toute la vérité. Je veux que tu arrêtes de me protéger de ta maladie comme si j'étais une enfant fragile. Je veux que tu me laisses entrer dans ta vraie vie, pas juste la version édulcorée que tu penses que je peux gérer. Elliot la regarda longuement, quelque chose luttant derrière ses yeux. Pendant un instant, Lisa crut qu'il allait céder, qu'il allait enfin ouvrir les vannes et la laisser entrer complètement. Au lieu de cela, il se détourna. Je dois aller au bureau, j'ai une réunion importante. Elliot. Félicitations pour le bébé, Lisa. C'est exactement ce que nous voulions. Les mots sonnaient formels, distants, comme s'ils étaient revenus au début, deux étrangers concluant une affaire. Lisa le regarda quitter la cuisine, entendit le bruit de la douche, puis le mouvement de son habillage et son départ de l'appartement. Quand la porte se referma derrière lui, Lisa s'assit sur le tabouret de la cuisine où ils avaient partagé tant de matins intimes, une main allant instinctivement vers son ventre. « Eh bien bébé, murmura-t-elle au silence. Il semble que papa ait quelques problèmes d'intimité. Mais même en essayant de plaisanter sur la situation, Lisa ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental s'était brisé entre eux ce matin-là.
Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté la proposition d'Elliot, elle se demanda si elle n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie. Au cours des 2 semaines suivantes, ils existèrent dans une étrange courtoisie formelle. Elliot était attentionné, prudent, demandait de ses nouvelles et de celles du bébé. Mais il y avait une distance entre eux qui n'existait pas auparavant, une barrière invisible que même le désir mutuel ne semblait pouvoir briser. Ils dormaient toujours dans le même lit, mais ne se touchaient pas, partageaient toujours les repas, mais les conversations étaient superficielles. Et chaque nuit, Lisa s'allongeait à côté de son mari, écoutant sa respiration dans l'obscurité, et se demandait si elle le connaissait vraiment, ou s'il la laisserait jamais vraiment le connaître. Ce qui avait commencé comme un soupçon devint une obsession dans les semaines suivant la dispute. Lisa ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait profondément dans toute la situation d'Elliot. Ce n'était pas seulement les secrets qu'il gardait sur son traitement, c'était la façon dont il semblait paradoxalement en meilleure santé chaque jour qui passait. Les vertiges, autrefois fréquents, étaient devenus rares. Son énergie était meilleure, son teint plus vif. Pour quelqu'un atteint d'une maladie dégénérative progressive, Elliot semblait s'améliorer. C'est un jeudi après-midi, alors qu'Elliot était dans une réunion qui allait s'éterniser, que Lisa décida de faire ce qu'elle envisageait depuis des semaines. Assise dans le bureau du Pentouse avec des dossiers médicaux éparpillés sur le bureau en acajou, elle appela le docteur Richard Holbrook. Docteur Holbrook, c'est Lisa Callahan, la femme d'Elliot. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je voudrais prendre rendez-vous. Pas pour moi. Au sujet de mon mari. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Madame Callahan, je comprends votre inquiétude, mais les affaires médicales de votre mari sont confidentielles. Je ne peux pas en discuter. Docteur, je suis enceinte. De son enfant. Et il y a des choses sur l'état d'Elliot qui n'ont aucun sens. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour le bien de notre bébé. Une autre pause, plus longue cette fois. Quel genre de choses n'ont pas de sens? Il semble aller mieux. Les symptômes diminuent, ils n'empirent pas. Pour une maladie dégénérative progressive. Est-ce possible? Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand le docteur Holbrook parla enfin, sa voix semblait étrange, tendue. Madame Callahan, Peut-être vaudrait-il mieux que nous parlions en personne. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain à 14 heures? Bien sûr, mais docteur. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Demain, Madame Callahan. Nous parlerons demain. Lisa raccrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Il y avait quelque chose dans la voix du médecin de la culpabilité, peut-être, ou de la peur qui confirmait ses soupçons qu'il y avait bien plus à l'histoire que ce qu'Elliot lui avait raconté. Le lendemain matin, Lisa mentit à Elliot, disant qu'elle allait à des examens prénataux de routine. Il embrassa son front distraitement, murmurant quelque chose à propos de réunions importantes, ignorant complètement que sa femme était sur le point de déterrer des vérités qui pourraient tout détruire entre eux. Le bureau du docteur Holbrook semblait différent le jour, moins intimidant, plus ordinaire. Mais quand Lisa fut conduite à son bureau, le médecin semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu au mariage. Madame Callahan, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Docteur, j'ai besoin de connaître la vérité sur mon mari. Sur sa maladie. Le docteur Holbrook retira ses lunettes, les nettoyant nerveusement. Madame Callahan, ce que je vais vous dire. Cela va tout changer. Êtes-vous sûre de vouloir savoir? Le cœur de Lisa s'emballa. Oui. Votre mari n'est pas malade. Il ne l'a jamais été. Les mots frappèrent Lisa comme un train à grande vitesse. Pendant un moment, elle ne put assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Qu'avez-vous dit? Le diagnostic que j'ai donné à Elliot il y a 4 mois était faux. Fabriqué. Il n'a aucune maladie dégénérative. Lisa sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible. Pourquoi feriez-vous? Pourquoi mentiriez-vous sur une chose pareille? Le docteur Holbrook se leva, marchant vers la fenêtre les épaules voûtées. Parce que j'ai été payé pour mentir. Très bien payé. Payé par qui? Par Darren Callahan. Le nom frappa Lisa comme un coup de poing dans l'estomac. Darren, le frère d'Elliot. L'homme qui serait déshérité si Elliot avait un enfant. L'homme qui avait tout à gagner à ce qu'Elliot croit qu'il allait mourir. Expliquez-moi tout.
Le docteur Holbrook retourna à son fauteuil, ressemblant à un homme portant le poids du monde. Darren m'a approché il y a 5 mois. Il a dit qu'il avait besoin qu'Elliot croie qu'il mourrait. Il m'a offert 2 millions de dollars pour falsifier des tests, créer un faux diagnostic. Et vous avez accepté? Ma fille. Elle a une leucémie. Elle avait besoin d'un traitement expérimental qui n'était pas couvert par l'assurance. 2 millions paieraient tout et assureraient son avenir. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux du médecin. Je savais que c'était mal. Mais vous avez choisi votre fille plutôt que mon mari. Oui. Et je me suis détesté pour ça chaque jour depuis. Lisa se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Son esprit s'emballait, traitant les implications dévastatrices de ce qu'elle venait de découvrir. Les symptômes qu'avait Elliot. Les vertiges, la fatigue. Probablement le stress et l'anxiété. Quand vous croyez mourir, votre corps peut manifester des symptômes psychosomatiques. Ou. Il hésita, Darren a peut-être trouvé d'autres moyens de renforcer l'illusion. D'autres moyens? De petites doses de certains médicaments peuvent causer des vertiges et de la fatigue sans dommage permanent. Si quelqu'un avait accès à la nourriture ou à la boisson d'Elliot. Lisa sentit la nausée monter dans sa gorge. Êtes-vous en train de suggérer que Darren empoisonnait mon mari? Je suggère que Darren est un homme désespéré avec beaucoup à perdre, et les hommes désespérés sont capables de choses impensables. Lisa arrêta de marcher, regardant directement le médecin. J'ai besoin de preuves. De vrais tests, de la documentation qui prouve qu'Elliot est en bonne santé. J'ai déjà tout préparé, dit le docteur Holbrook en lui tendant un dossier épais. De vraies analyses de sang que j'ai faites secrètement lors du dernier rendez-vous d'Elliot, des résultats d'imagerie, tout. Il est en parfaite santé, Madame Callahan. Il n'a rien. Lisa prit le dossier avec des mains tremblantes. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que j'ai vu comment cet homme a changé après vous avoir épousé. J'ai vu du bonheur dans ses yeux pour la première fois depuis des années, et j'ai réalisé que ce que je faisais ne tuait pas seulement Elliot émotionnellement. C'était en train de détruire toute chance qu'il avait d'avoir une vraie vie. Avec vous. Et votre fille. Elle est toujours en traitement, mais il y a d'autres moyens d'obtenir de l'argent, des moyens qui n'impliquent pas de détruire des vies innocentes. Lisa ouvrit le dossier, regardant les tests et les résultats qui confirmaient ce que le médecin avait dit. Elliot était en bonne santé. Complètement, parfaitement en bonne santé. Il y a encore une chose, dit doucement le docteur Holbrook. Darren n'a pas agi seul. Que voulez-vous dire? Evelyn Callahan savait. Elle a financé une partie du paiement. La révélation finale frappa Lisa comme un marteau. La mère d'Elliot, la femme qui avait été si cruelle au mariage, était impliquée dans la conspiration pour faire croire à son propre fils qu'il mourrait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais approuvé les choix d'Elliot. Elle voulait qu'il épouse quelqu'un de leur cercle social, qu'il ait des enfants avec une femme, convenable. Dans son esprit tordu, si Elliot croyait mourir, il ferait des choix désespérés qu'elle pourrait plus tard défaire. Lisa referma le dossier, son esprit formulant déjà ce qu'elle devait faire. Docteur. M'aiderez-vous à exposer cela? Oui. C'est la bonne chose à faire, même si cela signifie la fin de ma carrière. Et ce sera probablement le cas. Je sais, mais certaines choses sont plus importantes que les carrières. J'ai appris cela en vous regardant, vous et Elliot. Quand Lisa quitta le cabinet 2 heures plus tard, elle avait assez de preuves pour détruire Darren et Evelyn complètement. Mais elle avait aussi la connaissance dévastatrice que tout son mariage, toute sa vie avec Elliot, avait été bâti sur un mensonge. Et plus important encore. Comment Elliot réagirait-il en découvrant qu'il avait été trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance, et que l'amour de sa vie avait tout découvert sans le lui dire d'abord? Assise à l'arrière du taxi qui la ramenait chez elle, Lisa posa sa main sur son ventre, là où grandissait l'enfant d'Elliot. Un enfant qu'il avait cru ne pas vivre assez longtemps pour élever. Eh bien bébé, murmura-t-elle. Il s'avère que papa ne va pas mourir après tout. Mais quand il découvrira ce que nous savons aujourd'hui, cela pourrait bien finir par nous tuer. Lisa passa 3 jours agonisant à décider comment annoncer la découverte dévastatrice à Elliot. 3 jours à regarder l'homme qu'elle aimait continuer à vivre un mensonge, le voyant prendre des vitamines qu'il croyait être des médicaments expérimentaux, remarquant comment il rationnait inconsciemment son temps comme si chaque instant était précieux car limité.
L'ironie était cruelle. Elliot était devenu un homme meilleur en croyant qu'il mourrait. Il avait appris à valoriser les vraies connexions, à montrer sa vulnérabilité, à aimer sans réserve. Comment pouvait-elle détruire cela en révélant que tout n'était qu'un canular élaboré? C'est un vendredi soir que la décision fut prise pour elle. Elliot était dans son bureau à domicile, travaillant tard comme c'était devenu son habitude ces dernières semaines. Lisa entra avec une tasse de camomille, un rituel nocturne qui s'était développé entre eux, et le trouva fixant intensément une photo encadrée sur son bureau. C'était une échographie de leur bébé prise 2 jours plus tôt. « Tu penses à quelque chose de précis ?» demanda-t-elle doucement en posant le thé à côté de lui. Elliot leva les yeux, un sourire mélancolique traversant son visage. « Je pensais que c'était peut-être le moment de commencer à organiser les choses légalement, financièrement. Je veux m'assurer que toi et le bébé seraient protégés. » « Elliot, tu te sens plus mal? Les symptômes? » « Non, en fait je me sens bien. Mieux que depuis des mois. » Il s'adossa à sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux. « C'est peut-être le calme avant la tempête. Ou peut-être est-ce parce que j'ai enfin quelque chose de réel pour quoi me battre. » La culpabilité frappa Lisa comme une vague. Voici son mari planifiant sa propre mort, organisant l'avenir d'une famille dont il croyait ne pas pouvoir profiter, et elle avait la preuve entre les mains que tout n'était qu'un cruel mensonge. « Elliot, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Je dois te montrer quelque chose. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Marcus, appelant depuis la réception de l'immeuble. « Monsieur Callahan, désolé de vous déranger si tard, mais votre frère est ici. Il dit que c'est urgent. » Elliot fronça les sourcils. Darren visitait rarement à l'improviste, et jamais si tard. « Faites-le monter. » « Elliot, dit Lisa avec urgence. Avant qu'il n'arrive, je dois. » Mais l'ascenseur montait déjà. Et quelques minutes plus tard, Darren Callahan entra dans l'appartement. À 35 ans, il avait la même structure osseuse qu'Elliot, mais là où Elliot irradiait la force et le contrôle, Darren semblait nerveux, agité. Ses yeux étaient injectés de sang, ses vêtements froissés, et il y avait une énergie frénétique autour de lui qui fit reculer Lisa instinctivement. « Elliot. Ravi de te trouver à la maison. » Darren serra son frère dans ses bras avec un enthousiasme exagéré. « Comment te sens-tu? » « Mieux, j'espère. »« Je vais bien, Darren. »« Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? » ?»« Oh, tu sais, l'inquiétude fraternelle, et... » Il regarda Lisa avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je voulais mieux connaître ma belle-sœur. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler correctement. » Lisa sentit un froid s'installer dans son estomac. Il y avait quelque chose dans le ton de Darren, dans la façon dont il la regardait, qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le devrait. « Lisa, chère amie, continua Darren, j'ai entendu dire que tu as rendu une visite intéressante au docteur Holbrook cette semaine. » Le monde s'arrêta. Elliot regarda tour à tour sa femme et son frère, la confusion évidente sur son visage. « De quoi parles-tu? » Lisa sentit son cœur s'emballer. Comment Darren savait-il pour sa visite chez le médecin? À moins qu'il ne la fasse surveiller où. Oh, il semble que notre petit oiseau chanteur n'ait pas encore parlé à son mari de sa découverte, dit Darren, sa voix prenant une note venimeuse. Quelle déception, Lisa. Je pensais que l'honnêteté était importante pour toi. Darren, dit Elliot, sa voix prenant un ton d'avertissement. Arrête tes petits jeux. De quoi parles-tu? Je parle du fait que ta femme a découvert que tu ne meurs pas, mon frère. Que tu ne l'as jamais été. Les mots tombèrent dans le silence de la pièce comme des bombes. Elliot s'immobilisa complètement, ses yeux passant de Darren à Lisa et inversement. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien entendu. Pas de maladie dégénérative. Pas de condamnation à mort. C'était tout. Comment dire? Une performance très convaincante. Lisa vit le moment exact où la compréhension frappa Elliot. Elle vit son expression passer de la confusion au choc, puis à une colère froide et dévastatrice qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lisa, sa voix était dangereusement basse. Est-ce vrai? Lisa sentit les larmes brûler ses yeux. Elliot, je voulais te le dire, j'essayais de trouver le bon moment. Est-ce vrai? Répéta-t-il, chaque mot comme une lame tranchante. Oui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elliot se leva lentement,
ses mains appuyées sur le bureau comme s'il avait besoin de soutien. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 jours. 3 jours. Elliot répéta les mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Pendant 3 jours, tu m'as regardé croire que je mourrais, organiser notre avenir, m'inquiéter de te laisser seul, et tu. Tu savais que c'était un mensonge. Je ne savais pas comment te le dire. J'essayais de te protéger. Me protéger? L'explosion de colère d'Elliot fit reculer Lisa. Tu m'as laissé vivre un mensonge. Pendant 3 jours, tu m'as laissé. Oh, c'est savoureux, l'interrompit Darren, appréciant clairement le drame. Le mari en colère parce que sa femme lui a menti. Quelle délicieuse ironie. Elliot se tourna vers son frère, et Lisa put pratiquement voir le moment où toutes les pièces s'assemblèrent dans son esprit. Toi, dit-il doucement. Mais il y avait une menace mortelle dans le calme de sa voix. C'est toi qui as fait ça. Moi? Je n'ai rien fait d'autre que faciliter quelques vérités. Des vérités? Elliot se jeta sur Darren avec une vitesse qui les surprit tous les deux. En quelques secondes, il avait plaqué son frère contre le mur, une main sur sa gorge. Tu m'as fait croire que je mourrais. Tu as manipulé toute ma vie. Elliot, arrête! Hurla Lisa, craignant qu'il ne blesse vraiment Darren. Pourquoi? Rugit Elliot, le visage à quelques centimètres de celui de Darren. Pourquoi as-tu fait ça? Darren, même avec la main d'Elliot sur sa gorge, parvint à sourire. Parce que tu as toujours tout eu. Tout. Et j'étais fatigué d'attendre les miettes. L'héritage. Tout ça pour l'héritage? En partie. Mais aussi parce que je voulais te voir souffrir comme j'ai souffert toute ma vie. À vivre dans ton ombre. Elliot relâcha Darren avec dégoût, comme si le toucher le contaminait. Comment as-tu fait? Comment as-tu convaincu le docteur Holbrook? L'argent, cher frère. Beaucoup d'argent. Et un peu de chantage émotionnel au sujet de sa fille malade. Darren ajusta sa cravate, retrouvant son calme. Bien que je doive admettre que la partie sur l'empoisonnement subtil était mon idée. De petites doses de substances qui causaient les symptômes que tu attendais. Très créatif, tu ne trouves pas? Lisa vit Elliot vaciller comme s'il avait reçu un coup physique. Tu m'as empoisonné? Juste assez pour rendre la performance convaincante. Rien de permanent, bien sûr. Je ne suis pas un monstre. Pas un monstre. Elliot se tourna pour faire face pleinement à son frère. Tu as manipulé toute ma vie. Tu m'as fait croire que je mourrais. Tu m'as poussé à prendre des décisions désespérées. Comme épouser une serveuse au hasard pour avoir un héritier. L'insulte dirigée contre Lisa fut la goutte d'eau. Elliot frappa Darren d'un coup de poing qui le renvoya contre le mur, cette fois avec assez de force pour le laisser hébéter. Ne parle plus jamais, dit Elliot, la voix basse et dangereuse, de ma femme de cette façon. Darren toucha sa lèvre en sang, son sourire disparaissant enfin. J'ai touché une corde sensible, n'est-ce pas? Mais dis-moi, frérot, si tu avais su que tu ne mourrais pas, l'aurais-tu quand même épousé? Aurais-tu quand même eu besoin de cette transaction commerciale? La question atteignit sa cible. Elliot s'immobilisa, et Lisa vit le doute traverser son visage, un doute qui lui transperça le cœur comme un couteau. C'est ça, dit Darren en s'éloignant du mur, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. Parce que tout ça, le mariage, le bébé, même ce grand amour, tout a été bâti sur un mensonge que j'ai créé. Lisa vit le moment où Elliot se brisa. Pas physiquement, mais quelque chose en lui vola en éclats. Il la regarda avec une expression de dévastation complète. J'ai besoin d'air, murmura-t-il en marchant vers la porte. Elliot, attends. Lisa courut après lui, mais il était déjà dans l'ascenseur. J'ai besoin de réfléchir, je dois. Je ne peux pas. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Lisa seule avec Darren. Eh bien, dit Darren en essuyant le sang de sa lèvre, c'était amusant. Mais je suis sûr que vous vous en sortirez, après tout, il y a tant de vrai amour entre vous. Lisa se tourna vers lui, et pour la première fois de sa vie, elle ressentit une haine pure et brûlante. Sors, dit-elle calmement. Comme tu voudras. Mais Lisa, ma chère, souviens-toi, tu as peut-être découvert mon petit secret, mais maintenant toi et Elliot devrez vivre avec les conséquences. Et pourrez-vous jamais être sûr que ce que vous avez est réel,
et non juste un produit de ma petite création? Après le départ de Darren, Lisa resta seule dans l'appartement silencieux, une main sur son ventre où grandissait l'enfant d'Elliot. Dehors, quelque part dans la ville, son mari essayait de traiter la révélation que toute sa vie avait été manipulée par son propre frère. Et pour la première fois depuis la découverte de la vérité, Lisa se demanda si tout révéler avait été la bonne décision. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement pour Elliot de découvrir qu'il ne mourrait pas. Il s'agissait pour eux de découvrir si l'amour qu'ils avaient construit était assez fort pour survivre aux mensonges sur lesquels il avait été bâti. Elliot ne rentra pas cette nuit-là. Ni la suivante. Lisa passa 2 jours infernaux à errer dans l'appartement comme un fantôme, alternant entre la colère, le désespoir et une peur paralysante d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait pour toujours. Marcus appelait toutes les quelques heures pour donner des nouvelles, Elliot allait bien, il était à l'hôtel, il avait besoin de temps, mais aucune information sur quand ou s'il reviendrait. C'est au matin du 3e jour que Lisa se réveilla avec d'étranges crampes et un léger saignement qui l'envoyèrent courir à l'hôpital dans une panique absolue. 3 heures plus tard, après des examens et une surveillance, les médecins lui assurèrent que le bébé allait bien. C'était juste le stress, mais elle avait besoin de repos et de calme émotionnel. « Dois-je appeler votre mari ?» demanda doucement l'infirmière, remarquant que Lisa était arrivée seule. « Il est en voyage » mentit Lisa, incapable d'expliquer que son mari avait disparu après avoir découvert que toute sa vie était un mensonge. Mais Marcus avait dû être informé par ses contacts à l'hôpital, car lorsque Lisa retourna à l'appartement, Elliot était là. Il était assis dans le salon, portant toujours les mêmes vêtements qu'il y a 3 jours, les cheveux ébouriffés, une barbe naissante ombrant son visage. Quand elle entra, il se leva immédiatement, ses yeux l'examinant de la tête aux pieds. « Le bébé. » furent ses premiers mots, la voix rauque d'épuisement. « Il va bien. » C'était juste le stress. Le soulagement qui traversa le visage d'Elliot fut si intense que Lisa sentit les larmes brûler ses yeux. Tout doute qu'elle aurait pu avoir sur ses sentiments pour le bébé, pour leur enfant, se dissipa à cet instant. « Lisa, je... » commença-t-il, puis il s'arrêta, passant ses mains dans ses cheveux. « Je suis désolé d'avoir disparu, de t'avoir laissé seule quand tu avais besoin de moi. » « Elliot, non, laisse-moi parler d'abord. »« S'il te plaît. » Il marcha vers la fenêtre, regardant la ville s'étendre en dessous d'eux. « Ces 3 derniers jours, j'ai passé en revue toute ma vie, essayant de comprendre ce qui était réel et ce qui était une manipulation de Darren. Et tu sais ce que j'ai découvert ?» Lisa secoua la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « J'ai découvert que cela n'a pas d'importance. Peu importe pourquoi nous nous sommes mariés, peu importe mes motivations initiales. Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit ensemble. Ce que je ressens pour toi. » Il se tourna pour lui faire face, et il y avait une clarté dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Lisa, je t'aime. Pas parce que je croyais mourir, pas parce que tu portes mon enfant, mais parce que tu es la personne la plus forte, la plus réelle, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Elliot. » Quand j'ai pensé que je pourrais te perdre, toi et le bébé, quand Marcus m'a appelé au sujet de l'hôpital, j'ai réalisé que rien d'autre ne comptait. Pas le mensonge de Darren, pas la façon dont nous avons commencé, pas le nombre d'années qu'il me reste. Seulement le fait que je veux toutes les passer avec toi. Lisa sentit les larmes couler librement sur son visage maintenant. « Je t'aime aussi. Et je suis désolé de ne pas t'avoir dit immédiatement ce que j'avais découvert. J'essayais de te protéger, mais je sais que c'était mal. Tu essayais d'être bienveillante. Comme tu le es toujours. » Elliot traversa la pièce, s'arrêtant devant elle. « Lisa, puis-je recommencer? Puis-je te faire ma demande correctement cette fois ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'agenouillait devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Lisa Whitmore Callahan, veux-tu m'épouser? Pas pour un contrat, pas par nécessité, mais parce que tu m'aimes et que tu veux construire une vraie vie avec moi? » « Oui, » chuchota-t-elle en s'agenouillant à son niveau. « Oui, je le veux. » Quand ils s'embrassèrent, c'était différent de tous leurs baisers précédents. C'était un commencement, une promesse, un avenir se déployant entre eux. 2 semaines plus tard, Elliot avait pris des mesures décisives contre Darren et Evelyn. La confrontation finale eut lieu dans la salle du conseil de Callahan Enterprises, en présence de Darren, d'Evelyn, du conseil d'administration et d'une équipe d'avocats. Lisa se tenait aux côtés d'Elliot, présence silencieuse mais solidaire, alors qu'il présentait les preuves dévastatrices de la conspiration. Darren Callahan et Evelyn Callahan,
dit Elliot d'une voix froide et formelle, ont conspiré pour me faire croire que je mourrais, par le biais d'un diagnostic médical frauduleux et d'un empoisonnement systématique. J'ai les preuves complètes des virements bancaires, des enregistrements de conversations et le témoignage du docteur Holbrook. Le silence dans la salle était absolu. Darren était pâle mais défait. Evelyn semblait avoir vieilli de 10 ans. En conséquence, continua Elliot, Darren est immédiatement démis de toutes ses fonctions dans l'entreprise et déshérité. Toutes ses actions et avantages sont révoqués. Evelyn est rayée du testament et bannie de toute propriété familiale. Elliot, chérie, tenta Evelyn. Tu ne peux pas croire que J'ai des enregistrements, mère, de toi et Darren planifiant comment corriger mes choix de vie après ma mort. La douleur dans la voix d'Elliot était évidente. Tu voulais que je meure en croyant que j'étais malade. C'est impardonnable. Et si nous refusons? Défia Darren. Alors les preuves vont à la police et vous ferez face à des accusations criminelles pour fraude, conspiration et tentative d'empoisonnement. Elliot se pencha en avant. À vous de choisir. Darren et Evelyn quittèrent la réunion vaincus, leur carrière et réputation en ruine. Le docteur Holbrook, qui avait pleinement coopéré, perdit sa licence médicale mais évita les poursuites pénales. 6 mois plus tard, le premier cri du petit Liam Callahan résonna dans la suite privée de l'hôpital, annonçant l'arrivée d'une nouvelle génération. Elliot tint son fils pour la première fois avec des larmes ruisselant sur son visage, chuchotant des promesses d'amour et de protection. Il est parfait, murmura Lisa en regardant le père et le fils ensemble. Tout comme sa mère, répondit Elliot en embrassant son front. 1 an plus tard, ils déménagèrent dans une propriété rurale en Caroline du Sud. Une spacieuse maison de campagne entourée de jardins que Lisa avait conçus et de champs où Liam pourrait courir quand il grandirait. Elliot avait délégué la plupart de la gestion quotidienne de l'entreprise, choisissant d'être présent pour chaque étape de la vie de son fils. Emily sortit major de sa promotion et fut acceptée à Harvard avec une bourse complète. Dans son discours de remise des diplômes, elle remercia sa sœur, qui a tout sacrifié pour me donner une chance, et mon beau-frère, qui a prouvé que les vraies familles se forment par choix, non par le sang. Par une chaude soirée d'été, 2 ans après la révélation de la vérité, Lisa trouva Elliot sur la balancelle du porche, regardant Liam jouer sur la pelouse avec le Golden Retriever qu'ils avaient adopté. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'installant près de lui. « À la façon dont la meilleure chose de ma vie est née de la pire chose que l'on m'ait jamais faite » répondit Elliot en l'enveloppant dans ses bras. « Si Darren n'avait pas menti, je ne t'aurais jamais cherché. Je n'aurais jamais découvert ce qui compte vraiment. Penses-tu que tu m'aurais remarqué, si nous nous étions rencontrés dans des circonstances normales ?» Elliot la regarda, ses yeux sombres pleins de certitude. « Lisa, je t'aurais remarqué dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle circonstance. Certaines personnes sont destinées à se trouver, même sans contrat de mariage et faux diagnostic. Surtout sans eux. » Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Lisa se blottit plus près de son mari, regardant leur fils jouer dans le jardin qu'ils avaient créé ensemble. C'était une vie qu'aucun d'eux n'avait planifiée, née de mensonges et de désespoir, mais transformée en quelque chose de plus beau et de plus réel que n'importe quel conte de fées. « Je t'aime, Elliot Callahan » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je t'aime, Lisa Callahan » répondit-il en embrassant le sommet de sa tête. « Pour toujours. » Et pour la première fois de leur vie, Lisa et Elliot étaient absolument certains que, pour toujours, était exactement ce qu'ils auraient. Parfois, les plus grandes vérités naissent des mensonges les plus cruels. Elliot découvrit qu'il n'avait pas besoin d'être mourant pour apprendre à vivre vraiment. Il avait juste besoin de trouver quelqu'un qu'il aimait pour qui il était vraiment, et non pour ce qu'il possédait. Lisa prouva que le véritable amour n'a pas besoin de contrat ou de garantie, juste de 2 personnes prêtes à se choisir chaque jour. Ensemble, ils transformèrent un canular douloureux en le début d'une vraie famille, bâtie sur l'honnêteté, la passion et la certitude que certains amours sont assez forts pour survivre à n'importe quelle tempête. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu, aimé et choisi, non par désespoir, mais par un désir sincère de construire quelque chose d'éternel.